Je m'appelle Mame Cheikh Ngom. Je suis docteur en géographie, spécialité aménagement du territoire, conseiller aux affaires communales à la ville de Pikine et spécialiste des questions de décentralisation, de planification et d'aménagement du territoire. Les inondations, voilà un concept que nous manipulons depuis bien une décennie. Voilà un concept pas du tout fourre-tout, qui est bien clair et précis, qui justement interpelle la conscience des Sénégalais depuis 2005. C'est quoi une inondation? Une très bonne question. Ma réponse serait tout simplement de vous dire que à chaque fois qu'on parle d'inondation, c'est l'eau et sa capacité d'infiltration dans le sol. Si l'eau stagne en surface, alors que le sol ne peut plus la contenir, là on dit qu'il y a inondation. Ce qui est différent justement des lacs ou des étangs. L'autre aspect, c'est lorsque le sol a une faible capacité d'infiltration, alors que l'eau qui ruisselait et qui s'infiltrait ne peut plus aller en profondeur, là on dirait qu'il y a une inondation. Lorsque aussi le sol est rendu imperméable, donc lorsque la surface de l'eau est imperméable, cette surface qui est en contact avec l'eau, alors on dira qu'il y a inondation. Donc en ce qui concerne justement notre pays, le Sénégal, le phénomène que nous vivons, évidemment on peut l'appeler inondation. Mais sachez qu'il y a une forme d'inondation qui est souvent connue dans certains pays. C'est lorsque le cours d'eau déborde. Lorsqu'un cours d'eau déborde, c'est-à-dire lorsque l'eau sort de son lit mineur et que cette eau squatte le lit majeur, là on dit qu'il y a inondation. Et là, dans ce cas, l'eau va se déverser sur les deux bords du cours d'eau. C'est le cas de Saint-Louis. Si vous prenez aussi le cas de Grand Yoff, alors l'eau est sortie du canal pour envahir toutes les zones riveraines du canal. Donc là aussi on a une autre forme d'inondation. Mais en réalité, l'inondation qui touche l'autre partie du pays, de la région, à savoir la banlieue, là vous avez de l'eau qui est dans des bas-fonds, qui malheureusement ne peut pas percoler du fait de la nappe qui affleure en surface. Donc pour résumer, on peut dire que si l'eau sort de son cours d'eau, de son lit mineur et de son lit majeur, et que cette eau déborde sur les deux berges donc du cours d'eau, on parlera d'inondation. Si vous avez une structure, à savoir un canal qui draine de l'eau, et que la quantité d'eau maintenant affleure en surface au point que cette eau déborde, donc vous pouvez avoir une inondation. Si aussi la précipitation dure ou que des averses tombent de manière irrégulière, entraînant justement une faible capacité d'infiltration du sol, on dira qu'il y a inondation. Voilà. Voici les quelques cas que nous avons pour illustrer un peu ce concept d'inondation. Presque dans certaines régions, on a noté des cas d'inondation, mais l'inondation qui justement a beaucoup attiré l'attention des pouvoirs publics, c'est l'inondation observée au niveau de la banlieue dakaroise, notamment la zone de Pikine et environ. Donc Pikine et Guédiawaye. Il y a eu, comme je vous l'ai dit tantôt, il y a eu des inondations à Grand Yoff, mais cette forme d'inondation est liée à des aspects techniques. Parce qu'on nous aurait rapporté que c'est par défaut de simulation du canal que l'eau a surpris justement les techniciens et a fini par déborder. Mais si le canal marche, alors là, il n'y a pas de problème. Donc c'est un système qui est là. Donc à Grand Yoff, on ne peut pas de manière localisée dire que là, il y a inondation. Maintenant, au niveau de certains points bas, donc de Dakar, il y a des systèmes d'évacuation qui sont mis en place pour que là, il n'y a pas d'inondation. Maintenant, la zone la plus touchée,
c'est la zone de Pikine et Guédiawaye. Et quand on parle de Pikine, c'est surtout les zones de bas-fond, les zones de marécage. Et cela s'explique certainement par la présence des Niayes. Nous sommes dans la zone des Niayes et auquel cas vous avez la nappe qui affleure en surface. Voilà. Donc, on peut dire que c'est dans des zones où il y a des défaillances techniques, comme le cas de Grand Yoff, mais les inondations qui perdurent sont souvent localisées au centre de gravité de la région dakaroise, c'est-à-dire dans la zone tampon qui sépare Rufisque et la ville de Dakar. Donc c'est dans cette zone-là. Les conséquences, avant d'aborder même ces conséquences, moi je voudrais parler surtout des mécanismes de ces inondations. Vous savez, quand on parle d'inondation, il y a 3 éléments qui entrent en jeu. Il y a le facteur eau, il y a le sol, il y a l'habitat. Vous savez, l'eau, parce que ici, dans ce cas d'espèce, c'est-à-dire par rapport à l'exemple sénégalais, est-ce que, c'est une question qu'on doit se poser, est-ce que la quantité pluviométrique qui est enregistrée ces dernières années est supérieure à la normale? Quand je dis la normale, la moyenne qui était enregistrée durant les années antérieures. Si tel n'est pas le cas, il faut donc chercher d'autres mécanismes. Mais on s'est rendu compte, en analysant les données pluviométriques publiées par les différentes stations de Pikine et de Dakar, on voit que l'amplitude, la variation pluviométrique n'est pas aussi importante. Donc on peut dire qu'il ne pleut pas plus qu'il ne pleuvait avant. Donc la cause ou l'autre mécanisme, les autres mécanismes, il faut les chercher peut-être dans les deux autres facteurs. Par rapport au sol, oui, là je dis qu'il y a problème parce que l'eau n'arrive pas à s'infiltrer pour la simple et bonne raison que Dakar reçoit une quantité d'eau supplémentaire qui nous vient de Lac de Guiers. Donc environ c'est plus de 250 000 litres, je pense à la seconde, qui est acheminée à Dakar via des canaux à travers un programme financé par la Banque mondiale. Et je pense que depuis l'exécution de ce programme, il y a un problème au niveau de Dakar, parce que justement ce projet d'adduction d'eau est venu augmenter la quantité d'eau qui est rejetée par les populations. Parce que cette eau, même si c'est une eau potable, elle est utilisée pour la boisson, mais aussi c'est cette même eau que les gens utilisent pour faire leurs toilettes. Donc cette eau qui est rejetée, si on n'augmente pas les capacités d'accueil, c'est-à-dire si on n'augmente pas les canaux, si on ne met pas de système d'assainissement viable, alors cette eau va augmenter la quantité pluviométrique qui est tombée, et du coup, on aura des problèmes, surtout par rapport à l'atteinte du point de rosée, le point de saturation. Donc, on est là en face d'un sol qui reçoit beaucoup d'eau. Donc, outre les précipitations, nous avons de l'eau qui nous vient du lac de Guiers. Le deuxième facteur, et ça on le dit souvent, nous sommes dans une zone de Niayes, mais une zone où on observe l'absence progressive de la végétation. La végétation est presque quasi inexistante dans ces zones inondées. Alors que la présence des espèces végétales pouvait véritablement contribuer à soulager la nappe. Parce que les espèces végétales utilisent l'eau pour leur croissance à travers les racines, mais aussi ces plantes utilisent l'eau dans le cadre des évapotranspirations. Donc, je dis que cet élément doit aussi être intégré dans l'analyse. Et en lieu et place, nous avons quoi? Nous avons des infrastructures, beaucoup de routes dans ces zones de banlieue. Beaucoup de routes ont été construites. Et à chaque fois que vous mettez des routes linéaires, alors là, vous contribuez à l'imperméabilité du sol. Parce que la surface qui devait être en contact avec l'eau et qui devait véritablement permettre à cette eau de s'infiltrer, si vous y mettez du goudron, alors vous empêchez à l'eau de s'infiltrer. Et là, si vous ne mettez pas un canal parallèle au chemin, à la route, alors là, il va poser des problèmes. Donc, ça aussi, c'est un élément fort qu'il faut mettre dans l'analyse.
Peut-être le dernier aspect que je vais aborder, c'est l'habitat. On en a parlé. On a dit que dans les zones inondées, les gens sont venus alors squatter ces zones alors qu'ils savaient que c'est des zones marécageuses. Bon. Est-ce véritablement le retour des eaux? Ça peut être un élément. Mais moi, je pense que si on mettait les systèmes de gestion ou d'évacuation des eaux, l'habitat ne poserait pas de problème. Il est évident que la croissance démographique entraîne souvent un étalement du tissu urbain. Donc là, on constate que le front urbain migre véritablement vers l'intérieur. On constate aussi que les types d'habitat s'étalent de manière horizontale. Ça, c'est aussi un constat. Mais à mon avis, moi je pense que il faudra reconsidérer cette donne et ne pas pointer du doigt l'habitat, mais pointer du doigt toutes les infrastructures qui devaient véritablement accompagner ce type d'habitat. Moi, j'ai l'habitude de dire que l'homme peut toujours défier la nature. Si vous allez au Japon, le territoire n'est pas de nature bête. C'est pas comme ces genres de territoires plus ou moins plats que nous avons. Nous avons un territoire difficile. Et néanmoins, ils ont réussi à dompter le territoire. Si vous allez en Hollande, dans les Pays-Bas, avec le système de polders, les gens ont réussi à défier le territoire. Si vous allez en Italie, dans les pays, ce qu'on appelle les vieux pays, que j'ai eu à visiter à plusieurs reprises, les gens y habitent. Et même dans les montagnes, etc. Donc moi, je dis que l'homme peut habiter partout. Mais il suffit tout simplement de mettre les dispositions nécessaires pour pouvoir y habiter. Et ce sont ces dispositions qui manquent. À Dakar, on ne parle pas d'inondation, Dakar Centre. Pourquoi? Parce qu'il y a un système qui a été mis en place par l'autorité coloniale. Si vous allez à Rufisque, le problème ne se pose pas de manière aiguë parce qu'il y a un système de canalisation que l'autorité coloniale a mis en place. Maintenant, Pikine étant la zone tampon qui n'existait pas, parce que Pikine ne date que de 52, alors cette zone a été tombée dans les oubliettes au moment où les autorités coloniales mettaient en place ces infrastructures. Évidemment, ils avaient prévu dans le PDU de 1952 qui justement crée Pikine et qui crée aussi les SICAP. Donc Pikine a été créé en 1952 dans le PDU, le plan directeur d'urbanisme, qui a créé les SICAP. Il était prévu quand même d'installer les déguerpis du centre-ville de Dakar dans cette zone que Marc Venière a qualifiée de zone inhospitalière à cause des dunes ogoliennes. Mais si on s'en limite à la zone de Dagoudane, moi je pense que le problème ne se poserait pas. Mais au-delà de cette zone régulière que Barouel avait même morcelé, le géomètre Barouel, c'est lui qui a morcelé Pikine en 1952. Mais la zone qui était morcelée, c'est le noyau. C'est la zone originelle qui va de l'entrée de Pikine jusqu'à la route de Niaï, qui va des rails jusqu'à Rudis. Donc c'est cette zone qui constitue Pikine. Toutes les autres zones, mis à part les villages artisanales, sont venues après 70. Donc après 1964, date à partir de laquelle l'État a promulgué la loi sur le domaine national. Ce qui a du coup frustré les autorités coutumières lébou qui ont procédé à des spéculations foncières. Ce sont ces spéculations foncières qui ont donné toute cette partie irrégulière de Pikine. Et les inondations sont localisées dans cette partie irrégulière de Pikine. Maintenant, la solution serait peut-être d'aller très vite vers une restructuration avec la mise en place d'un système de canalisation et de gestion des eaux usées. Voilà. Maintenant, en ce qui concerne les conséquences, comme vous l'avez dit, évidemment, les inondations ont eu des conséquences très négatives, aussi bien au plan politique qu'au plan économique et social. Au plan politique, on a vu que les gens, les politiques ont essayé quand même d'en faire une affaire politique. C'est-à-dire l'opposition en a profité pour tirer sur l'État. L'État aussi a voulu montrer que, de par peut-être ses services et autres, il peut gérer le phénomène des inondations. Donc finalement, il y avait toute une querelle politique autour des inondations.
Et ça, c'est véritablement une conséquence néfaste. L'autre aspect au plan économique, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que l'État a dégagé beaucoup de moyens. Rien que le plan Orsec a mobilisé des milliards. Et ça a coûté chaque année des milliards à l'État sénégalais. Les collectivités locales, elles aussi, ont dégagé beaucoup de moyens pour gérer ces inondations, notamment en achetant avec l'acquisition de motopompes, mais aussi l'achat de carburant. Il y a aussi, au plan social, des populations qui étaient déguerpies. Vous savez ce que c'est qu'un déguerpissement. Quelqu'un qui habite dans une zone pendant une dizaine d'années, ou bien quelqu'un qui est né dans une zone, il y a un lien affectif qui le lie avec cette terre. Donc c'est par malgré qu'il accepterait peut-être de quitter cette terre pour aller habiter ailleurs. Donc, il y a eu non seulement ce mouvement humain, ce déguerpissement, il y a eu aussi des problèmes de survie, parce que beaucoup ont perdu leur vivre à cause des inondations. D'autres ont perdu leurs habits, d'autres leur nourriture, etc. Mais aussi les enfants ont été obligés d'être placés dans d'autres écoles, alors qu'ils avaient des écoles dans lesquelles ils ont fait tout leur cursus. Donc ça a créé toute une perturbation sociale, donc, si je peux m'exprimer ainsi. Donc voilà ainsi ramassé les véritables conséquences de ces inondations.